Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas nécessairement une grande voix. Oui, donc je suis Maria Tino. Alors vous pourrez me voir en Normandie sous différentes casquettes, parce que moi aussi j'ai une vie militante, parfois débordante. Donc j'ai été pendant pas mal de temps impliquée comme vous dans un milieu très militant et très associatif, et j'ai été particulièrement impliquée au moment où j'étais présidente de France Nature Environnement Normandie. Et j'ai pas mal fréquenté votre univers, auquel j'adhère de toute façon en tout point. Et depuis quelques années, je me suis vraiment professionnalisée, pardonnez-moi, puisque j'ai développé à la fois une activité de consultante indépendante, donc j'ai une activité d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, et j'accompagne des territoires dans la démarche de transition. Et depuis désormais 1 an, à quelques jours près, je suis vice-présidente de la métropole de Rouen en charge des transitions et innovations écologiques, dans lequel on trouve tout un tas de sujets, et notamment la politique énergétique de cette grande métropole. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la métropole ou les chiffres, la métropole de Rouen, c'est quand même un joli territoire, un beau bébé de 499 000 habitants, et qui est composé de 71 communes. Donc quand on prend des décisions relatives à sa politique de transition, on doit les faire avec la tête bien accrochée sur les épaules, parce qu'on sait qu'il y aura des répercussions très fortes pour un nombre d'habitants important. Il y a quelques mois, avant d'être élue, j'ai eu la chance de piloter une étude en Normandie, plus exactement en Vallée de Seine, sur la question de l'hydrogène, sur les conditions nécessaires au déploiement de l'hydrogène en Vallée de Seine. Est-ce que c'était une opportunité? Est-ce que nous rencontrons des difficultés? Est-ce qu'il y a des freins à lever? Est-ce que les collectivités doivent plus s'impliquer? Est-ce que l'État doit donner un coup de pouce? Est-ce que les modèles économiques que nous envisageons aujourd'hui autour de l'hydrogène tiennent la route? Est-ce que les citoyens sont prêts à l'accepter? Voilà. Au cours de cette étude, j'ai eu la chance de pouvoir m'intéresser à ces différents sujets et d'essayer d'y apporter des réponses. Et en fait, pour être tout à fait sincère avec vous, au cours de ces 2 années de travail, j'ai eu l'impression que plus j'avançais, et non seulement j'avais pas de réponse, mais plus j'avais de questions, en fait, en face de mon sujet. Et j'avais, au début de cette étude, à la fois une envie très très grande et oui, une effervescence dans ma tête de travailler sur ce sujet. Et quand l'étude s'est trouvée close, en fait, je me suis retrouvée avec un certain nombre de doutes et d'inquiétudes. Et je pense qu'aujourd'hui, la filière hydrogène est une filière qui est pleine de sens, mais elle n'a uniquement de sens que si nous apportons un certain nombre de conditions pour pouvoir faire en sorte que cet hydrogène soit une réponse à la transition énergétique et évidemment derrière aussi à la lutte contre le changement climatique. Donc je crois qu'on a un temps d'échange relativement court d'une 20aine de minutes. Donc vous allez voir, j'ai plein de diapos que je vais passer, sur lesquels je ne vais pas m'arrêter, mais je vais m'arrêter sur certaines pour qu'on ait une compréhension du système et du sujet de l'hydrogène. Donc évidemment, l'hydrogène, ce n'est pas une molécule magique, mais ça, vous le savez, c'est une molécule qui est absolument présente partout. Pour ceux qui s'intéressent notamment à ce tableau de Mendeleïev, où on voit tous les atomes, voilà, c'est l'atome le plus léger, donc qui est présent absolument partout, qui est dans nos étoiles et sur cette planète, qui compose la molécule de méthane, la molécule d'eau, etc. Dans chaque partie de notre corps, on a de l'hydrogène en quantité absolument incroyable. La molécule dont on parle quand on parle d'hydrogène de manière commune, c'est le dihydrogène en fait. C'est cette alliance entre 2 atomes d'hydrogène qui fonctionnent ensemble. Si on voulait être puriste au sens scientifique du terme, on devrait parler de dihydrogène et non pas d'hydrogène. Mais en tout cas, c'est un atome qu'on trouve absolument partout. Je ne vous ai pas tout refait l'historique parce qu'on aurait absolument dépassé ces 20 minutes qui nous sont données, mais l'hydrogène, tout au long de l'histoire, depuis une centaine d'années, a déjà régulièrement apparu, disparu. Un très grand nombre de chercheurs et de scientifiques ont travaillé sur la question de l'hydrogène aux 4 coins du monde, et à chaque fois que c'était vu comme une opportunité ou une possibilité de faire des choses, petit à petit, voilà, derrière, il y a eu soit un autre choc technologique et une autre technologie est venue supplanter la place de l'hydrogène, soit on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore apporté toutes les réponses pour en faire une molécule, ou en tout cas une source d'énergie, ou même un vecteur énergétique relativement fiable et économiquement intéressant, et écologiquement intéressant aussi. Malgré tout, en France, donc vous le savez, on a dans notre politique, dans notre politique énergétique énormément d'étapes où on retrouve la question de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène se trouve dans la loi énergie-climat qui a été adoptée en novembre 2019. L'hydrogène se trouve aussi dans cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie que vous connaissez évidemment les uns et les autres, puisqu'on n'y trouve pas toujours ce qu'on espère y trouver quand on l'adopte. Et puis évidemment, la France s'est dotée, mais alors c'était relativement connu, puisque le ministre de l'époque était Nicolas Hulot. La France s'est dotée d'une stratégie relative à l'hydrogène. Et donc, en fait, l'ensemble des acteurs des territoires, et de fait, je suis bien placée pour le dire,
et notamment les grandes métropoles, sont fortement encouragées et incitées à développer les technologies relatives à l'hydrogène. Et particulièrement dans notre région à nous, de la Normandie, nous sommes particulièrement encouragés à développer un écosystème hydrogène, puisque nous sommes aussi sur un territoire en vallée de Seine industrielo-portuaire. Donc là, on est du comté d'Honfleur, mais si nous étions de l'autre côté, je crois que vous serez au Havre demain soir. Vous savez qu'autour du Havre, il y a un bassin industriel extrêmement important, qui est grand consommateur d'énergie, grand émetteur de gaz à effet de serre, mais si je prenais Rouen, ça serait la même chose. Et donc, on incite aussi les acteurs industrielo-portuaires à se tourner vers l'hydrogène pour voir si éventuellement cette molécule pourrait apporter des réponses que les énergies fossiles et fissiles n'apportent plus. Alors, là, je vais avancer. Voilà, je vous ai mis cette diapo aussi pour vous donner aussi la mesure de l'argent qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre sur la table pour faire sortir des projets hydrogène. Alors, je vous laisse savourer les montants. Donc, 2 milliards d'euros sur 2 ans, puisqu'il y avait un apport de capitaux très important provoqué par la Commission européenne à l'occasion du plan de relance, mais une annonce d'apporter sur la table un peu plus de 7 millions, pardonnez-moi, pas de milliards, de millions, oui, je me trompe, milliards, d'ici 2030. Donc, on est quand même à un moment où on prend un virage, où l'Europe est en train de prendre un virage pour nous encourager à aller vers l'hydrogène, mais ça c'est un propos qui m'est propre, sans qu'on soit absolument certain que cet hydrogène soit vraiment une solution. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, et on en vient à la production, aujourd'hui, l'hydrogène dans le monde, c'est à peu près, j'ai des chiffres qui datent peut-être d'il y a un an, donc ça a peut-être un petit peu évolué, mais globalement, c'est 900 000 tonnes d'hydrogène qui sont produites dans le monde, et à peu près 100 000 tonnes en France. Et dans le monde entier, on a à peu près moi j'ai 4%, en fait, 4% qui sont issus de l'électrolyse, c'est-à-dire de cette technologie qui permet de casser la molécule d'eau pour en extraire du dihydrogène. La plupart de l'hydrogène qui existe dans le monde, elle est produite par vaporeformage de matières fossiles, très souvent du méthane d'origine fossile, donc on le craque, comme on fait du raffinage, et on en extrait ce fameux hydrogène. Et ce fameux hydrogène, la plupart du temps, est utilisé pour des applications qui sont propres aux industriels. Aujourd'hui, dans le monde, le premier consommateur d'hydrogène, ce n'est pas la mobilité, ce n'est pas les transports, c'est l'industrie. L'industrie, aujourd'hui, pour des activités de raffinage, pour des activités de métallerie, pour des activités de chimie, pétrochimie, etc., a besoin d'hydrogène. Et c'est là qu'aujourd'hui, on devrait, si on avait vraiment l'intention d'utiliser l'hydrogène comme une solution de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, c'est exactement là qu'il faudrait le destiner. Donc en produisant autant en électrolyse qu'en vaporeformage pour alimenter cette industrie. Alors, je m'arrête une seconde sur la partie du milieu. Donc, même si l'électrolyse, faut que je me déplace, c'est ça ? Même si l'électrolyse, c'est mieux. Même si l'électrolyse aujourd'hui ne représente que 4%, c'est quand même l'intention. Tous les montants que je vous ai évidemment montrés tout à l'heure, qui concernent l'apport de capitaux liés au plan de relance et à la Commission européenne, sont orientés aujourd'hui vers l'électrolyse. On est bien d'accord, il n'y a pas d'apport de capitaux pour financer du vaporeformage. Donc arrêtons-nous sur cette électrolyse. Cette électrolyse, évidemment, il faut apporter de l'électricité de manière massive sur cette molécule d'eau pour l'éclater et produire ce hydrogène. Et cette électricité peut être issue soit d'énergie renouvelable, donc on le voit sur l'éolien, ça peut être de l'hydroélectricité, ce n'est pas le cas dans notre région, mais ça pourrait l'être, ou du solaire photovoltaïque. Et puis en fait, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la très large majorité les projets de production d'hydrogène qui sont en train d'être développés chez nous, mais aussi partout dans le monde, sont des projets qui utilisent tellement d'électricité, qui pompent tellement sur les réseaux électriques que massivement ils utilisent de l'électricité d'origine nucléaire. Voilà. Ça, c'est la réalité des choses. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous vend quand on nous parle d'hydrogène. Alors évidemment, en général, quand un porteur de projet vertueux, il essaye de faire en sorte que son électricité soit la plus décarbonée possible. Donc souvent sur les marchés européens de l'énergie, il achète des certificats ou des garanties d'origine qui lui permettent de considérer que l'électricité qui alimente son électrolyseur correspond à un équivalent énergie renouvelable et non pas énergie fossile. Mais dans la réalité, c'est quand même une manière tout de même de s'appuyer sur le modèle économique que vous-même, en tout cas je pense, si je ne me trompe pas, que vous-même vous remettez pleinement en question. Et puis il y a
Un sujet en tout cas qui me désole, c'est qu'on ne le dit pas assez. Avant tout, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Et normalement, l'hydrogène devrait être utilisé de manière très importante pour pouvoir stocker de l'énergie quand on en produit trop par rapport à la consommation en temps réel, puis ensuite la réutiliser pour alimenter les besoins lorsque les besoins sont revenus. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Donc c'est aussi un décalage par rapport à la réalité de l'idéal du modèle économique lié à l'hydrogène. Puis pour pouvoir faire de l'hydrogène, il y a ça aussi. Pour faire de l'hydrogène et notamment des sites de production massive, mais j'en parlerai tout à l'heure, puisqu'on est à proximité ici d'un site qui s'appelle Port-Jérôme, où il y a le projet H2V qui est en train de se développer. Le projet H2V est un projet qui me semble tout à fait vertueux, mais qui nécessite aussi des aménagements très très forts du réseau d'électricité. Et d'ailleurs, le projet est coporté avec RTE, puisqu'il a fallu tirer directement une ligne, enfin un câble depuis la ligne haute tension 225 000 volts pour pouvoir alimenter le site en électricité, de manière à ce qu'il puisse produire les 28 000 tonnes d'hydrogène annoncées. Alors, je vais avancer. Je voulais aussi vous parler de cette technologie dont on parle beaucoup moins. On parle beaucoup de l'électrolyse. Et en fait, il existe aussi d'autres façons de produire de l'hydrogène vert. Donc je vais me permettre d'utiliser ce terme. C'est celui en fait de la transformation de la biomasse et principalement de la pyrogasification. Donc c'est le petit schéma du milieu. Donc l'idée c'est de gazéifier en fait des matières de biomasse. Ça peut être du bois décomposé, ça peut être des déchets végétaux, etc. Pour en produire un gaz de synthèse qu'on appelle du syngas. Donc c'est un mélange de gaz dans lequel on trouve un peu de tout. Et en fonction de la température et de la manière dont on gère le process de gazéification, on peut avoir plus ou moins d'hydrogène. Voilà. Et donc l'idée évidemment ensuite c'est de le purifier pour pouvoir obtenir un hydrogène le plus pur possible et à nouveau l'utiliser soit en carburant, soit en mode de chauffage ou autre chose. Il y a en Normandie, en tout cas il y a eu pendant pas mal de temps, un projet de pyrogasification qui était développé par une usine qui avait des déchets de bois extrêmement importants et qu'elle ne parvenait pas à valoriser. C'est une entreprise qui s'appelle Tertu qui fabrique des glissières pour les autoroutes, pour les routes, pardon, pas pour les autoroutes, mais pour les routes en bois et métal. Et donc, compte tenu de son activité, cette entreprise avait des quantités de bois, mais des déchets de bois, des copeaux de bois, des copeaux d'écorce dont elle ne savait que faire. Et plutôt que de les perdre, cette entreprise a envisagé la possibilité d'installer sur son site une unité de pyrogasification afin de produire de l'hydrogène vert à partir de cette biomasse, ce qui peut sembler être un projet relativement vertueux. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas tout à fait mature et son procédé relevait vraiment de l'expérimentation. Et le coût de l'hydrogène en sortie aurait été trop élevé et cette entreprise aujourd'hui n'a toujours pas trouvé ni de collectivité ni d'industrie pour consommer son hydrogène. Donc même quand on a un projet relativement vertueux, il ne suffit pas simplement de le développer et scientifiquement et technologiquement d'avoir quelque chose qui tient la route. Il faut aussi pouvoir s'assurer que le coût de sortie fasse en sorte qu'on puisse le vendre. Sinon, il n'y a pas de modèle économique. Voilà, ça m'aurait embêté qu'on passe à côté sans évoquer ce sujet. Il y a aussi, sur le territoire de Strasbourg, aussi un projet de pyrogasification très très important avec l'entreprise Hafner, dont je pense on entendra pas mal parler dans les prochains mois. Donc voilà, ça c'était pour synthétiser ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc le transport, le power to gas, l'industrie, le stockage, voilà, ce sont les applications de l'hydrogène. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 60 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde, 900 000 tonnes en France et 4% issus d'électrolyse. Donc c'est quand même très très peu par rapport à ce qu'on estime. Et les applications sont principalement pétrolières, donc c'est les usines de la pétrochimie. Par exemple, sur le territoire, l'entreprise Exxon est un très très grand consommateur d'hydrogène. L'entreprise Borealis, qui est située sur le territoire de Rouen et qui, elle, fabrique des engrais, l'entreprise Borealis aussi est une très très grande consommatrice d'hydrogène. Voilà. Et donc, logiquement, ce sont sur ces sites en particulier que nous devrions agir avant de penser à mettre des véhicules légers ou des vélos sur la route pour fonctionner à l'hydrogène. Voilà. Une petite carte des sites de production d'hydrogène dans le monde. Donc, on a, dans le monde, pardonnez-moi, en Vallée de Seine. Donc, on a, j'ai mis que la Vallée de Seine, c'est pas toute la France. Donc, on a, vous voyez, des sites en fait qui produisent à la fois leur propre hydrogène, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène captif. Donc les petits points qui sont en vert, c'est le cas de l'entreprise Yara et de l'entreprise Borealis qui produisent elles-mêmes pour leurs propres besoins. Voilà.
Je m'arrête aussi une seconde sur le site d'Air Liquide, qui est quand même un site qui n'est pas connu, enfin un site qui est très connu, mais dont la technologie n'est pas tout à fait connue en Normandie. Le site d'Air Liquide chez nous produit de l'hydrogène et émet donc du CO2, mais par contre a une capacité aujourd'hui à développer une technologie qui s'appelle CryoCap et qui permet de capter ce CO2 pour éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Et ensuite, ce CO2 est revendu pour des applications dans le domaine de l'agroalimentaire et notamment des boissons gazeuses. Voilà. Donc ça, c'est une technologie qu'on peut discuter, mais qui est extrêmement intéressante parce que ça évite d'envoyer dans l'atmosphère des quantités d'hydrogène, des quantités de CO2 très importantes. Voilà, ça je vais passer. Un petit temps d'arrêt sur les projets de production d'hydrogène vert ou décarboné également en Vallée de Seine. Donc là encore, c'est une cartographie qu'on pourrait mettre à jour tous les mois, puisqu'il y a tout le temps des projets qui naissent, qui disparaissent. Il y en a énormément qui bougent en fait. Et on ne se rend pas compte, mais chez nous, il y a autant de sites, de projets de production. Donc on a, par exemple, le projet d'H2V dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a actuellement sur la métropole de Rouen donc un projet qui est né d'une coopération entre l'entreprise de transport urbain Transdev et l'entreprise Valorem. Tu restes par là pour qu'on ait bien le son et que moi je pointe. D'accord. Et ben tu peux pointer sur Rouen. Voilà, merci. Donc ça c'est le site il y a un projet actuellement qui s'appelle Rouen Vallée Hydrogène, qui est porté par l'entreprise Transdev et l'entreprise Valorem, et qui a vocation à créer une centrale solaire photovoltaïque au sol pour injecter de l'électricité renouvelable dans le réseau, et un peu plus loin sur le territoire, créer un électrolyseur qui alimente une flotte de véhicules, très exactement une flotte de bus, voilà, pour décarboner la mobilité du territoire métropolitain. Il y a un projet aussi d'envergure, alors là vous pointez Vernon, exactement, le projet en fait porté par le groupe Ariane avec l'entreprise d'énergie Engie, puisqu'on ne le sait pas beaucoup, mais en fait le site de test des lanceurs qui sont à Vernon sont des sites en fait qui consomment aussi des quantités d'hydrogène très importantes, puisque les technologies de transport, de propulsion de fusées fonctionnent à l'hydrogène, et donc pour les tester évidemment ces lanceurs il faut utiliser des quantités importantes d'hydrogène. Donc l'entreprise Ariane souhaite décarboner son activité et s'associe actuellement avec l'entreprise Engie pour produire de l'hydrogène en quantité importante issue d'énergie renouvelable. Voilà. Très exactement ce que souhaite faire Ariane, c'est l'hydrogène liquéfié. Voilà, il y a tout un tas de petits projets aussi en région parisienne qui sont intéressants. Donc la plupart de ceux qui sont proches du cœur de Paris sont des projets qui sont destinés à la mobilité, pas toujours lourde d'ailleurs, parfois des projets de mobilité légère. Vous connaissez par exemple les taxis Hype, les taxis parisiens qui fonctionnent à l'hydrogène. Au sud de Paris, à vers le Grand, il y a un projet tout à fait différent. D'ailleurs, qui je crois ne s'appelle plus Perle. Il s'appelait Perle à une époque, mais il ne s'appelle plus ainsi. En fait, il y a un incinérateur qui souhaite aussi utiliser l'unité de valorisation énergétique qui est raccordée à l'incinérateur pour faire tourner un électrolyseur et produire de l'hydrogène, pour le coup qui n'est pas tout à fait renouvelable, mais qui est au moins issu d'une énergie de récupération. Voilà. Donc ça aussi, c'est des technologies qui sont en plein développement. Et d'ailleurs, ce procédé inspire fortement le SMEDAR qui est sur Rouen, le syndicat de traitement des déchets, qui réfléchit aussi à ces opportunités. Puis si on va un peu plus vers le nord du département, donc là on a, je vais citer l'entreprise Life en parlant de Dieppe, mais en fait Life elle travaille tout autant avec le département de la Manche, puisque l'entreprise Life est une entreprise vendéenne et qui elle-même fait la promotion d'un hydrogène totalement vert, et même dans certains cas essaye de développer des projets qui sont déconnectés du réseau électrique. Donc c'est quand même, ils ont une ambition extrêmement forte. Et donc l'entreprise de Life, sa spécialité, c'est de pouvoir accorder des électrolyseurs au pied des parcs éoliens pour pouvoir les alimenter en électricité renouvelable. Et donc Life a actuellement plusieurs projets en Normandie, donc dans la Manche, autour de Dieppe, qui sont rattachés à un projet global qui s'appelle Vigo, qui a vocation à devenir un écosystème hydrogène autour de l'entreprise Life. Puis un projet juste au-dessus, à Panly, qui pour le moment, je crois, est tout à fait en suspens, puisque la filiale d'EDF qui s'appelle Dynamics avait évoqué il y a quelques temps, il y a 2 ans, la possibilité de pouvoir installer un électrolyseur au pied du réacteur nucléaire de Panly pour pouvoir alimenter le territoire en hydrogène décarboné. Donc je me précise bien, en hydrogène décarboné et non pas en hydrogène vert. Voilà. Et puis dans le département de la Manche, qui peut sembler être un territoire en fait très rural, en fait c'est vraiment un territoire
extraordinaire et très riche en matière d'innovation, puisqu'il y a tout un tas de projets de recherche qui ont été développés autour de l'hydrogène. Même sur les îles Chausey, en fait, il y avait une opportunité de réfléchir, puisque ce sont des îles qui ont aussi besoin d'autonomie énergétique, de pouvoir envisager la possibilité de leur installer des électrolyseurs pour faire fonctionner un certain nombre d'équipements à l'hydrogène. Donc ça, c'est des projets qui sont vraiment des laboratoires pour voir si on arrive à trouver des modèles économiques autour de l'hydrogène. Voilà, j'ai mis en jaune 2 petits projets abandonnés. Oui, ça arrive, dans l'histoire de la transition énergétique. Il y a des projets qui naissent, il y a des projets qui meurent. Eh bien, c'était alors le projet de WH2, là, qui est juste pas loin de Évreux et au-dessus de Giverny, voilà celui-ci. Le projet de WH2, c'est regrettable d'ailleurs qu'il ait été abandonné, puisque c'est un projet qui avait vocation à faire tourner un électrolyseur à partir de l'énergie hydraulique de la Seine. Donc ça avait vraiment un sens. C'était très intéressant de pouvoir utiliser cette énergie qui passe devant nous tous les jours grâce au courant de la Seine. Et malheureusement, le projet, une fois encore, n'a pas trouvé son modèle et donc a été abandonné. Peut-être qu'un jour il renaîtra, mais pour l'instant, il est abandonné. Voilà. Alors, je voudrais juste peut-être m'arrêter là-dessus, parce qu'en fait, il y a quand même des choses à faire sur ce territoire et qui méritent vraiment, je pense, l'intérêt des porteurs de projets et des territoires. On essaie toujours d'imaginer des projets partant de zéro, en fait. On veut développer un projet d'hydrogène sur le territoire, donc on part de zéro, on essaie d'imaginer tout, la production, la distribution, l'électrolyseur et ensuite la station de distribution. En fait, on pourrait très bien, sur ce territoire, utiliser les parcs éoliens qui sont en fin de vie. Alors, ça ne produirait pas tout l'hydrogène dont on a besoin en vallée de Seine, mais ça pourrait tout de même produire une quantité relativement significative, puisque ça pourrait produire jusqu'à à peu près 1000 tonnes, ce serait d'hydrogène par an, puisque vous savez que les parcs éoliens qui sont dans nos territoires sont des parcs éoliens qui injectent l'électricité qu'ils produisent sur le réseau, et aujourd'hui, cette électricité leur est rémunérée via un contrat avec le fournisseur historique d'énergie. Mais ces contrats arrivant à terme, les parcs éoliens, eux, ne sont pas en fin de vie. Ils peuvent encore tourner quelques années. On pourrait très bien envisager d'installer des électrolyseurs au pied de ces parcs éoliens afin de les faire tourner en énergie renouvelable et alimenter le territoire avec une source locale d'hydrogène pour des petits besoins. Alors quand je dis petits besoins, je dois reconnaître que je n'aime pas beaucoup la mobilité légère en matière d'hydrogène. Je préfère la mobilité lourde qui a beaucoup plus de sens, et je pense que pour la mobilité légère, c'est-à-dire nos véhicules personnels, on pourra trouver tout un tas d'autres sources d'énergie qui auront plus de sens. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. Autre possibilité aussi, vous savez qu'en Vallée de Seine, il y a énormément de friches industrielles polluées, des tas de sites dont on ne sait que faire et qui sont totalement abandonnés. Alors quand la nature y retrouve ses droits, je trouve ça très bien de pouvoir laisser la nature reconquérir ces sites. Mais parfois, les sites sont tellement pollués que même la nature n'arrive pas à y retrouver sa place. Et on pourrait très bien, sur ces sites, y installer des centrales solaires photovoltaïques, elles-mêmes raccordées à des électrolyseurs, pour produire de l'hydrogène vert, encore une fois, pour satisfaire des besoins locaux. Donc là, c'est une cartographie d'une étude qui avait été faite en 2015 dans le cadre du projet Grande Seine, où on avait, sur la partie en tout cas normande, recensé toutes les friches industrielles polluées, donc selon leur taille, etc., selon la nature de la pollution, etc. Donc évidemment, il y a peut-être des friches qui pourront être utilisées pour d'autres usages, pour faire venir des activités économiques ou de l'habitat ou de la nature, mais il y a dans certains cas, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant autour de l'hydrogène. Enfin, même du solaire plus hydrogène. Voilà, et ça c'est l'exemple que j'évoquais avec vous tout à l'heure. On a sur le territoire de la Normandie des quantités de biomasse qui sont extrêmement importantes. Donc il y a du bois, j'ai envie de dire, de qualité, de bonne qualité, donc on utilise pour évidemment du bois construction, etc. Tout le bois de qualité, le bois d'heure, etc. sont des bois qui sont utilisés pour des applications nobles, mais on a aussi des quantités de biomasse en déchets qui sont très importantes et qu'on pourrait valoriser, soit dans des chaufferies collectives, puisqu'on a aussi le droit d'avoir des chaufferies pour se chauffer, soit aussi sous forme de gazéification pour produire de l'hydrogène. Et à mon grand regret, et d'ailleurs c'est aussi le regret des acteurs de la filière bois, aujourd'hui il y a aussi beaucoup de bois, soit sous forme de déchets, soit sous forme de bois de qualité, qui part hors du territoire et qui est expédié dans d'autres régions, voire même dans d'autres pays. Et donc toutes ces ressources, on pourrait les garder sur le territoire pour en avoir des usages beaucoup plus performants, par exemple la production d'hydrogène.
là, on est d'accord, on n'est pas sur l'électrolyse, on est sur la pyrogasification, comme évoqué tout à l'heure. Et puis pour conclure, moi personnellement, j'ai un souhait. Et là encore une fois, c'est l'entreprise Life, qui est une entreprise qui est tout à fait en pointe sur le domaine, qui pourrait nous y aider. Vous savez que la Normandie va bientôt accueillir ses parcs éoliens en mer, en tout cas pour ceux qui l'espèrent, ce qui est mon cas. Nous allons accueillir des parcs éoliens d'abord au large de Fécamp, de Courseulles, de Dieppe-le-Tréport, etc. Et pour le moment, de la manière dont les projets sont conçus, l'objectif c'est d'apporter sur le territoire, sur la terre, via l'atterrage, l'intégralité de la production d'énergie offshore pour alimenter le réseau national. On pourrait très bien imaginer de se projeter dans une transition énergétique beaucoup plus innovante et d'installer sur les plateformes en mer, à côté des parcs éoliens, des électrolyseurs pour produire en mer de l'hydrogène vert, qui nous permettrait peut-être d'alimenter soit des flottes de pêche, ce qui répondrait aussi à certains besoins de la pêche, soit d'alimenter des bateaux qui font le transmanche et qui sont aussi des bateaux qui sont extrêmement polluants. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même un engouement très fort pour le GNL, pour permettre aussi aux flottes de transporteurs maritimes d'évoluer vers le GNL, mais je pense que l'hydrogène est peut-être la solution qui viendra juste derrière, si déjà dès maintenant, on envisage cette possibilité dans la conception de nos parcs éoliens offshore. Pour les premiers parcs qui vont sortir, c'est raté, mais peut-être que pour les suivants, on devrait pouvoir y penser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois que je suis dans les 20 minutes. Du coup, question time. Yes. Surtout, tu répètes les questions pour qu'ils puissent demander. D'accord, ça marche. Peut-être pas des questions. Moi, j'ai une première question. Donc. Dans la carte que tu nous as montrée, avec tous les projets, tu as mis les projets verts et les projets décarbonés, donc provenant du nucléaire ensemble. Ouais. Il y en a combien des vraiment qui soient liés au nucléaire? En Normandie? En Normandie, à ma connaissance, il n'y en a qu'un. Il y a seulement celui de Penly. Alors, vraiment raccordé à une centrale, à ma connaissance, il n'y a que celui de Penly. Et les autres utilisent quand même l'énergie des centrales ou alors après, la plupart des... Voilà, c'est cette carte-là, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Donc la plupart des sites que vous voyez sont des sites, en tout cas des futurs sites qui vont utiliser l'électricité du réseau. Donc par définition, elle est majoritairement d'origine nucléaire. Ça, c'est la réalité. Certains, je n'aurai pas la liste exhaustive puisque je ne suis pas à côté de tous les gens, mais certains de ces porteurs de projets donc, font le mécanisme d'utiliser de l'électricité via des mécanismes de garantie d'origine pour certifier que leur électricité est renouvelable. Mais elle vient quand même du réseau. Voilà. Donc on utilise de l'électricité qui passe dans le réseau local, donc qui est majoritairement nucléaire. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Alors certains projets, eux, font l'effort d'essayer de maîtriser la chaîne de production de A à Z. C'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure sur la métropole de Rouen, puisque l'objet c'est de créer une centrale solaire photovoltaïque au sol pour alimenter l'électrolyseur. Celui-ci pourra prouver que son électricité est décarbonée, renouvelable et que son hydrogène est vert. Malgré tout, en temps réel, il utilisera quand même l'électricité du réseau. Voilà. Mais dans les 4% d'électrolyse, d'hydrogène produit par électrolyse, quelle est la part du nucléaire en fait? On a une idée? Je pense qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas le chiffre, mais je pense qu'elle est très largement majoritaire. Puisque en fait, aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est marginal. C'est marginal. Alors, il y a le site qui va voir le jour donc à Rouen. Il y a un site qui tourne déjà, qui est en Vendée, donc qui est aussi conçu par l'entreprise Life, qui a réussi à inaugurer alors je crois que le territoire, la commune s'appelle de mémoire Bouin, mais à vérifier. Donc, ils ont réussi à mettre en service un parc éolien qui va alimenter directement un électrolyseur et qui permet déjà de distribuer en Vendée de l'électrolyse réelle et donc de l'hydrogène de qualité, qu'on peut dire verte. Voilà. Mais actuellement, parmi les 4%, la très large majorité sont issus du réseau. Oui. J'ai une autre question. Vous nous avez montré les lignes THT, très haute tension.
Donc est-ce que c'est un lien inhérent à la centralisation de la production, qu'elle soit verte ou pas, ou est-ce que c'est uniquement lié au fait qu'on va surtout utiliser de l'hydrogène par électrolyse d'origine nucléaire ou d'autres origines? Quel est le besoin en fait de ces renforcements En fait, c'est parce que de transport qui sont quand même aussi c'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des porteurs de projets d'hydrogène veulent produire des projets d'hydrogène qu'on appelle massifs. C'est-à-dire que pour trouver un modèle économique, leur objectif est de produire des quantités très importantes d'hydrogène. C'est le cas du projet d'H2V. L'objectif, c'est de produire 28 000 tonnes par an. Donc ça sera le plus gros site de production de France. Donc, pour pouvoir satisfaire une production pareille, il faut faire tourner l'électrolyseur extrêmement puissant. Et donc, on est obligé de se connecter directement à une ligne très haute tension. Voilà. Donc, en fait, elle est là la question. C'est parce qu'on veut produire des quantités d'hydrogène très importantes et donc avoir un coût d'hydrogène très bas. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait envisager de ne pas utiliser les lignes haute tension, donc d'avoir un coût de l'hydrogène plus élevé parce qu'on produirait moins de quantité et accepter que quand la source d'énergie renouvelable ne fonctionne pas, on n'a pas d'hydrogène produit. Voilà, c'est juste des choix de stratégie de territoire. Ou alors, il faudrait pouvoir être en capacité d'alimenter son électrolyse par différentes sources d'énergie renouvelable en essayant de faire en sorte qu'il y en ait toujours une qui alimente l'hydrogène, enfin l'électrolyseur pour produire de l'hydrogène quand les quantités d'hydrogène sont importantes, excédentaires, de les stocker pour pouvoir les utiliser quand on en a besoin. Parce que rappelez-vous, je ne l'ai pas dit, mais si on est capable de transformer l'eau en hydrogène, on est aussi capable, grâce à la pile à combustible, de transformer cet hydrogène en électricité. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit vraiment s'attarder de manière plus importante, je pense, sur la question du stockage de l'énergie par l'hydrogène pour pouvoir la restituer sous forme d'électricité propre quand on en a besoin. Oui, c'est pas uniquement son seul usage, vous allez retransformer l'hydrogène en électricité, enfin, sauf les usages chimiques. Sauf les usages en propulsion. En propulsion. Ouais. Les ballons à hydrogène. Voilà. Les fusées. Dans le grand public, on entend parler d'hydrogène, mais il y a une crainte, c'est la dangerosité de C'était l'Hindenburg, ça avait un des coups d'arrêt. Alors là, il y a une question qui est posée dans la salle, mais qui est très très juste aussi sur la dangerosité de l'hydrogène. Est-ce que c'est quelque chose qui est très dangereux? Alors, je pense que c'est vraiment une technologie qui est pour le coup très maîtrisée. Il y a vraiment des entreprises qui maîtrisent ça et qui a une inquiétude qui date de faits historiques réels qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, mais je pense qu'il y a vraiment par les professionnels du métier une vraie maîtrise du sujet. Peut-être qu'il y a 100 ans, on se serait inquiété de savoir qu'il y a autant aujourd'hui tant de réseaux de gaz qui passent partout dans nos villes. En fait, on ne s'inquiète plus. Alors, par contre, il faut apprendre aussi, il faut former les équipes, il faut former les collectivités, il faut former les entreprises pour appréhender les risques liés à l'hydrogène. Mais quand on est normalement formé dans les règles de l'art, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une information grand public là-dessus. Ah mais je suis complètement d'accord. On accepte ce qu'on appelait le gaz de ville avant, qui était très dangereux, parce qu'on le stockait à proximité des villes. Bon, maintenant, ce sont des canalisations précises, et c'est du gaz d'importation. Donc le danger du stockage, il est chez le producteur. Mais quand on parle d'hydrogène, tout de suite, on se rappelle de certains accidents dramatiques, des problèmes de dangerosité. Donc là, il y a une forte communication au grand public. Et donc, sur la vallée de la Seine, si j'ai bien compris, on a un projet industriel important. Et on a sur tous les méandres des friches industrielles qui pourraient peut-être recevoir des projets plus locaux, des projets de production d'hydrogène plus locaux. Et une autre question, c'est qu'on va avoir 3 ou 4 parcs d'éoliennes en mer. D'après ce que j'ai compris, ils ne produiront pas d'électricité pour l'électrolyse de l'hydrogène. Alors aujourd'hui, ils sont pas. On va attendre la génération d'après. Exactement ça. Parce que les appels d'offres, en fait, il faut que je répète, il y avait vraiment une remarque très intéressante sur la nécessité d'informer les populations et de les former sur la question de l'hydrogène, parce qu'il y a des inquiétudes qui sont réelles, mais auxquelles on doit apporter des réponses. Et puis il y avait une question aussi sur les parcs éoliens qui vont arriver en Normandie. C'est vrai que les 3 parcs éoliens qui aujourd'hui ont eu leurs autorisations, aujourd'hui ne sont pas conçus pour pouvoir faire tourner des électrolyseurs, soit directement en mer, soit juste au niveau de l'atterrage, puisque les appels d'offres qui étaient réalisés par l'État de cette première génération de parcs éoliens ne le permettaient pas. Et vous savez qu'il y a eu une grande phase de concertation publique l'année dernière, pilotée par la CNDP en Normandie, pour envisager la possibilité d'avoir un 4e parc. Et il y a eu énormément de demandes pour que ce 4e parc, s'il voyait le jour,
prévoit une production d'hydrogène. Bon, j'ose espérer que à la fois l'État et les porteurs de projets qui répondront aux appels d'offres en tiendront compte. Parce que l'hydrogène, c'est quand même un moyen de stockage d'électricité en définitive. Après, je vais revenir sur votre remarque par rapport à l'acceptabilité. Alors, je vais utiliser ce terme-là, peut-être un peu abusif, parce que parfois certains mettent sous couvert d'acceptabilité un peu tout et n'importe quoi pour faire rentrer au chausse-pied un projet dont les gens ne veulent pas. Mais malgré tout, je suis assez d'accord. Il faut qu'aujourd'hui, on démocratise la question de l'hydrogène et qu'on soit très sincère sur ce qui est un risque et ce qui ne l'est pas, et sur ce qu'on maîtrise et sur ce qu'on ne maîtrise pas. Pour l'instant, moi personnellement, je suis plutôt rassurée. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est plutôt la capacité. Par exemple, je pense, puisque à la métropole, on souhaite acheter des bus hydrogène, mon inquiétude aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir à temps à former nos équipes pour être en capacité de faire fonctionner ces flottes, d'adapter aussi la conduite des chauffeurs, de travailler davantage avec le SDIS, par exemple, pour une intervention des pompiers. Si jamais il y a un problème, on n'intervient pas sur un bus hydrogène de la même façon qu'on intervient sur un bus qui fonctionne au diesel. Donc il y a toute ce partage des compétences, cette montée en compétences qu'on doit anticiper. Mon inquiétude, elle est plutôt là. Mais par rapport à l'acceptabilité, par exemple, il y a un projet aujourd'hui qui est porté par l'entreprise Transdev, un autre projet, donc le transporteur interurbain, qui est en train de rétrofiter en fait un car, donc ils ont même pas un car, un autobus. C'est un autobus qu'ils sont en train de transformer d'une technologie diesel vers une technologie hydrogène. Ils ont un partenariat d'ailleurs avec une start-up qui est installée en Picardie. Ils sont en train de faire cette opération de rétrofitage d'un autobus avec l'aide financière de la région Normandie. Et dans le processus du projet, puisque c'est une innovation qui va durer jusqu'à fin 2022, il y a une très grande phase sur l'acceptabilité, l'accompagnement des chauffeurs, l'explication de ce qu'on est en train de faire aux passagers, un travail dans les gares routières, des ateliers de concertation, des campagnes d'affichage et d'enquête, parce qu'ils veulent en fait que ce projet soit compris et eux-mêmes ils veulent anticiper les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en phase d'exploitation. Voilà. Mais tous les porteurs de projets ne font pas ça. Je sais qu'HDV, il y a 2-3 ans, quand HDV commençait à arriver sur le territoire normand pour implanter l'entreprise de Port-Jérôme, a fait énormément de réunions de concertation, etc., pour apporter des réponses aux habitants qui s'inquiétaient. Et le projet, alors pas dans ses grandes lignes, hein, mais sur certains points de détail, a été modifié aussi pour tenir compte des inquiétudes des habitants. Il y a une question, par exemple, qui peut souvent venir sur les sites de production, c'est que quand on fait de l'électrolyse, en quantité massive, hein, donc ça va être le cas de un peu tous ces sites d'ailleurs, on produit de l'hydrogène d'un côté, mais on produit aussi de l'oxygène, du dioxygène de l'autre. Et en général, les deux ne se marient pas très bien ensemble. Voilà. Donc l'importance aussi de pouvoir présenter ces projets de manière la plus anticipée possible aux habitants, c'est aussi de leur expliquer de quelle manière sur les sites on garantit que les deux molécules ne vont pas se mélanger, parce que là, le risque explosif serait plus important. Quel est le rendement de l'électrolyse actuellement ? Oh, j'aurais pas de chiffres à vous donner. Ça dépend des électrolyseurs, ça dépend de leur taille, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Est-ce que tu peux te rapprocher parce qu'on a la question, c'est, on parlait de 28 000 tonnes tout à l'heure, comme étant une production importante. 28 000 tonnes, si on passe du stockage à la production d'électricité, ça correspond à quelle quantité d'énergie ou à quelle puissance, je ne sais pas. En quelle unité on la transforme ? De mémoire, si je ne vous dis pas de bêtises, normalement, alors, c'est à terme que le site d'HDV produira 28 000 tonnes. Logiquement, le site sera divisé en 2 unités qui vont voir le jour à 1 an d'intervalle. Et chacune, elle tourne avec une puissance de 100 MW. Voilà. 2 fois 100 MW. Par rapport à 28 000 tonnes. Voilà. Parce que la fusion, c'était 500 MW pour le seul projet du Propile pour 2080, 600 MW. Voilà. Non, là, logiquement, on est sur 2 fois 100 pour HDV. Déjà le tiers avec quand même une technologie qui est quand même relativement aboutie. La chance qui était vraiment celle des porteurs de projet, c'est que la ligne à haute tension à 225 000 volts passait pas très loin. Donc quand ils ont été voir RTE, ils leur ont parlé, il fallait certes créer un raccordement, mais ce n'était pas non plus un chantier pharaonique, c'était tout à fait possible de le faire. Voilà. Alors j'ai plusieurs questions sur Internet, je vais poser directement. Alors, actuellement, l'hydrogène est une énergie ultra polluante à produire.
de manière... Alors la question, oui, sur l'hydrogène qui est polluant, bah oui, alors il est polluant, mais je reviendrai à ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est polluant quand on est sur cette technologie historique de production de l'hydrogène qui est celle du vaporoformage. La technologie historique de production, où on fait du vaporoformage de méthane fossile, ça c'est polluant. Et logiquement, quand on a un procédé d'électrolyse qui lui permet de produire cet hydrogène à partir d'électricité renouvelable, on a un rapport de 10 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On divise par 10 les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène produit dans le monde est très polluante pour le climat et c'est quand même une des priorités qu'on doit avoir en tête. Une deuxième question, l'hydrogène ne serait pas un bon moyen de stocker de l'énergie? Est-ce que c'est un bon moyen ou pas de stocker de l'énergie? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un bon moyen. Je peux me tromper, mais je pense que c'est plutôt un moyen intéressant. C'est un bon vecteur et c'est une façon de la stocker, absolument, pour les énergies intermittentes. Alors après, je pense aussi, vous savez, en énergie, on devrait, je pense, de plus en plus faire ce travail de permaculture comme on fait en agriculture et de pouvoir regarder de quoi on dispose sur un territoire, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses et de réfléchir à ce qu'on doit produire et consommer en local en fonction de ses ressources. Il y a peut-être des territoires où la façon la plus intelligente de stocker de l'énergie, ça va être de stocker plutôt de l'eau en hauteur, dans des steppes, et on fait monter de l'eau et ensuite on la relâche quand on a... Voilà, donc ça, mais en Normandie, avec des terrains plats, etc., c'est plus compliqué. Donc l'hydrogène a peut-être un sens à ce moment-là. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit très attentif et dans un monde qui change très très vite, où on est confronté à une multiplicité de crises, toutes plus complexes les unes que les autres, je pense qu'il n'y a pas de solution radicale et absolue. On nous fait aussi la remarque des bombes roulantes. Des bombes roulantes. On produit des bombes roulantes. Alors écoutez, pour en avoir discuté avec le SDIS, donc le service des pompiers en Normandie, parce que compte tenu du nombre de projets qui sont en train d'être développés, évidemment, nos pompiers aussi se forment et acquièrent de nouvelles compétences autour de ces sujets, ils ne l'envisagent pas comme ça. Et c'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'on peut aussi penser que le fait de déplacer un véhicule lourd ou léger dans la ville, ça peut être une bombe roulante, une bombe potentielle. Et en fait, les services d'intervention de secours ne le voient pas comme ça. Par contre, c'est comme un véhicule qui fonctionne à l'essence, c'est comme un véhicule qui fonctionne au gaz. Il faut qu'on soit en capacité de le maîtriser, de sécuriser et d'intervenir au bon moment avec les bons outils. Alors, un autre commentaire. Il y a aussi des gens qui apprécient l'intervention. Beaucoup de gens. Encore une pompe à fric pour les grands groupes pétroliers. Est-ce que tu as un commentaire? Qu'est-ce que je peux dire? Regardez quels sont les acteurs. En fait, comment vous dire? Il faudrait que je trouve les bons mots. Je pense qu'il faut absolument, si on veut que l'hydrogène soit utile dans la transition, il faut vraiment qu'on soit attentif à l'ensemble de sa chaîne de production et d'où vient l'énergie et comment on la distribue et comment on la stocke et comment on la consomme, etc. Et actuellement, à mon grand regret, l'hydrogène est un domaine extrêmement concurrentiel. On ne l'apporte pas sur la table comme un élément de réponse à la transition énergétique et climatique. On l'apporte vraiment comme un élément de développement et de croissance et de rayonnement économique, etc. Tous ces mots un peu pompeux dont on ne sait que faire. Et aujourd'hui, je pense que si on voulait vraiment faire en sorte que l'hydrogène trouve sa place, c'est justement ça. Il faudrait qu'il trouve sa place à un endroit parmi d'autres énergies que sont l'électricité directement issue des sources renouvelables, y compris, là, moi il y a une filière à laquelle je crois beaucoup, c'est celle aussi du biogaz. Si on ne crée pas des fermes pour le produire, alors ça serait l'objet d'une autre conférence. Là, c'est un sujet. Mais le gaz vert a aussi du sens. On a, nous, aujourd'hui, des quantités de biodéchets qui partent dans les poubelles et dans les incinérateurs dans nos villes. Pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser ces biodéchets pour produire du gaz vert et alimenter aussi nos flottes de véhicules avec ça? Et en fait, pour pouvoir donner du sens et ne pas tomber dans ce phénomène pompe à fric que la question me propose, c'est justement ça, c'est de faire en sorte que l'hydrogène soit une solution là où elle apporte une vraie réponse et non pas un élément de compétition économique acharné qui viendrait supplanter d'autres projets. Et je vais me permettre alors quelque chose qui est toujours dévoyé. Absolument, mais alors absolument politiquement incorrect, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Oui, alors on me dit que le système est systématiquement, il y a un truc qui est dévoyé, même quand les intentions sont bonnes, on finit toujours par le retourner. Quand on veut produire du biogaz avec des digesteurs localement, c'est acceptable sur le plan écologique, mais naturellement, les industriels s'en emparent
et veulent produire des énormes quantités de biogaz d'une façon industrielle. En fait, avec du transport, alors, des alors, risques. pour le coup, il y a une remarque très intéressante sur la question du biogaz et donc la remarque qui m'est faite dans la salle, c'est de dire que bon, quand on veut installer un digesteur sur un territoire pour produire du biogaz, c'est plutôt vertueux, ça a du sens, c'est plutôt accepté. Et systématiquement derrière, il y a un industriel qui arrive et qui fout tout en l'air parce qu'il veut produire des quantités absolument incroyables. Donc le digesteur est multiplié par 4 en taille et on n'est plus du tout dans le projet vertueux qu'on avait envisagé au départ. Et là encore, alors là je vais changer de casquette et je vais plutôt me faire l'avocat du diable aussi et des industriels. Le problème aujourd'hui, c'est parce qu'on a une électricité, une énergie au sens large qui n'est pas chère. Et on est tous extrêmement gourmands et exigeants en matière d'énergie parce qu'on a une énergie qui n'est pas chère. Alors, évidemment, si les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique m'entendaient, ils me fouetteraient. Mais pour vous et moi, elle n'est pas chère. Et donc, tant qu'on aura une énergie pas chère, on n'acceptera pas de la payer 4 fois ou 5 fois ou 10 fois plus cher pour avoir quelque chose de vertueux issu d'un petit projet local, etc. Et la question de l'hydrogène, elle est là aussi. Pourquoi nos industriels visent aussi de la production massive? C'est parce qu'ils veulent être compétitifs, être en capacité de vendre réellement l'hydrogène qu'ils vont produire. L'hydrogène, par exemple, si je vous prends l'hydrogène produit par vaporeformage d'hydrocarbures, aujourd'hui, c'est entre 1,5 et 2,5 euros le kilo d'hydrogène en sortie. Si je prends de l'hydrogène issu d'un électrolyseur, c'est selon les systèmes et les procédés, entre 10 et 12 euros le kilogramme d'hydrogène. Voilà. Donc même si le système est vertueux et que l'hydrogène est vraiment vert, positif pour le territoire, positif pour le climat, n'utilisant pas d'électricité nucléaire, il faut bien qu'à un moment on arrive à le vendre. Si vous et moi, ou les industriels du coin ne sont pas en capacité de l'acheter, le projet ne tient pas la route. Et donc on est toujours dans cette complexité, dans ce chat qui se mord la queue, parce qu'on veut des projets vertueux, mais on veut les payer pas cher. Et ça, dans un monde de transition, ça n'existe pas. Là, j'ai trouvé sur le rapport de l'ADEME 2020, sur le rendement de la chaîne hydrogène, voilà ce que dit l'ADEME. Cette cascade de transformation se traduit, comme on a pu le voir, par une dégradation du potentiel énergétique et un rendement de la source électrique à usage de l'ordre de 25%. Et je pense qu'effectivement, qu'il y a des grandes variabilités selon la puissance des électrolyseurs, etc. Il faut que tu puisses répéter d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe. En fait, il y a une remarque dans la salle par rapport au rendement de l'électrolyse et de la production d'hydrogène. Et donc, il y a un rapport de l'ADEME qui date de 2020, si j'ai bien entendu, qui dit qu'on arrive par une cascade de transformations qui sont nécessaires à la production d'hydrogène à un rendement juste de 25%. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Rendement de la chaîne hydrogène, cas du Power to H2, enfin, de janvier 2020, auteur Luc Bodino et Pierre Sacher. Et oui. Mais pour l'électricité, on sait qu'on est à 33. L'éolien ou l'énergie renouvelable. On n'est pas tous en même temps. Et donc, si on devait peut-être, alors Il faudrait comparer les énergies les unes par rapport aux autres. Le nucléaire, l'électricité nucléaire, on a un rendement de 33%. Et en plus, on le trifouille parce qu'on incorpore les énergies renouvelables à l'horizon 2050, produite locale, pour essayer de vous dire, non, il y aura beaucoup moins de pertes. On fait un pari sur l'avenir, on n'est pas du tout capable d'assurer. En fait, on est sur un rendement quand même qui est très faible. Voilà. Donc là, il y a une remarque dans la salle par rapport au fait que ça serait, en fait, pour avoir un jugement juste, on devrait comparer le rendement de chacune des énergies les unes par rapport aux autres, et même en comparant l'hydrogène par rapport à d'autres sources ou même par rapport au nucléaire, c'est vrai qu'on arrive à un rendement qui n'est pas exceptionnel. Mais je pense vraiment que ça dépend du mode de production et de la puissance des installations, vraiment. Mais de toute façon, on n'arrive pas à un truc optimal. Ça, on est tout à fait d'accord. À la limite, je trouve que c'est moins gênant à partir du moment où on fait de l'électrolyse avec de l'énergie renouvelable que si c'est avec de l'énergie fossile. Parce que l'énergie fossile a une fin, l'énergie renouvelable par définition. En fait, la production d'énergie, d'hydrogène à partir d'énergie fossile, elle a vraiment été développée par l'industrie elle-même pour satisfaire ses propres besoins. Donc on a des unités d'ailleurs qui datent pour la plupart des années 60 et 70, qui sont relativement vieilles mais qui ont été, je vous rassure, retapées, rénovées très régulièrement, et qui font en fait que l'hydrogène il est produit et consommé sur site au fur et à mesure. Les unités sont juste dimensionnées pour satisfaire les besoins de l'industrie. Et c'est là aussi
qu'on peut se poser, si on va jusqu'au bout du raisonnement, et d'ailleurs l'ADEME qu'on vient de citer dans la salle se la pose aussi parce que je les ai souvent entendus le dire, aujourd'hui, si on veut vraiment donner du sens à l'hydrogène sur ce territoire, en tout cas sur la Normandie, il faut remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert dans le domaine industriel, avant de s'intéresser aux voitures et à la Twingo de Madame Machin et de Monsieur Truc. On est d'accord. Mais on a le droit aussi de s'interroger sur la durabilité de ces entreprises. Dans un monde où on est complètement en train de réinventer l'agroalimentaire, où on est en train de réfléchir à une agriculture moderne, proche des habitants, de proximité, qui soit un petit peu moins gourmand en engrais et en produits chimiques, etc. Qu'est-ce qui nous dit que demain on aura encore des producteurs d'ammoniac sur les territoires qui consommeront encore des quantités d'hydrogène aussi importantes? Qu'est-ce qui nous dit? Aujourd'hui, bon, évidemment, c'est tout à fait normal que les entreprises, nos raffineries, veuillent utiliser de l'hydrogène de qualité plutôt verte plutôt que de produire de l'hydrogène gris. C'est tout à fait louable. Elles savent que le marché du carbone va bien finir à un moment par s'élever et donc ça va leur coûter cher. Puis je ne remets pas en cause leurs bonnes intentions, j'en suis absolument persuadée, mais dans un monde qui se pose des questions sur sa transition énergétique, qu'est-ce qui nous dit qu'on aura encore des raffineries de pétrole dans 30 ans? Mais Est-ce que je vais vous donner le diagramme complet. Pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut 58 kWh de ce que vous voulez. D'électricité. Quand, une fois que vous avez passé par l'électrolyse, il y a déjà 22 kWh qui ont été perdus. Après, quand vous arrivez à la PAC, vous avez 17 kWh de perdu, ce qui fait qu'à la fin, vous avez 13 kWh d'électricité finale. Je vous l'envoie. Pour produire 1 kg? Pour produire 1 kg d'hydrogène. C'est pour le répéter aux gens qui nous regardent. Pour le répéter, vous avez dit 2% comme rendement, c'est faible. Ouais. Non, c'est pas 2%. Pour faire 1 kg d'hydrogène, il faut 58 kWh d'électricité On en initiale. perd 22 en route. On en perd 22 à l'électrolyse. On en perd 17 dans Dans la PAC. la PAC. Et il en reste finalement 13. Alors, je vais vous répéter très exactement ce qui nous a été dit dans la salle. Donc, je ne sais pas quelle est la source, ça doit être le rapport de l'ADEME. C'est toujours l'ADEME. Ce qui fait grosso modo 20%. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On retombe exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il est dit dans la salle que pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut 58 kWh d'électricité, quelle que soit sa source. On perd 22 kWh pendant la phase d'électrolyse et ensuite 17 kWh lors de la transformation de l'hydrogène en électricité dans la PAC. Et donc la PAC, la pile à combustible, pour être tout à fait juste. Et donc, et pas la pompe à chaleur. Et donc, on arrive à 13 kWh par rapport aux 58 qu'on a consommés initialement. Donc, on revient tout à fait sur le rendement qu'on avait tout à l'heure, à peu près de 20%, 22%. Donc c'est effectivement, on a le droit de se poser des questions quand le rendement est aussi faible. Après, tout à l'heure, on a passé rapidement sur les îles Chausel, là je pourrais peut-être remettre ma carte, mais voilà, des sites, alors, Des sites où on a une très très grande dépendance en fait, des sites isolés, des sites en haute montagne ou sur des îles, etc. On peut éventuellement envisager la production d'hydrogène comme un moyen à partir du soleil, du vent ou de la marée, je ne sais pas, on peut inventer des choses. On a le droit, dans un monde où la technologie est aussi développée, faire des choses innovantes, de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène, ensuite de la restituer aux habitants au fil de l'eau en fonction de leurs besoins. Ça peut être extrêmement intéressant. On est quand même un territoire où il y a du vent un petit peu. La Normandie et la Bretagne, c'est quand même des territoires où il y a un potentiel, un gisement en vent absolument fabuleux, que bien des territoires européens nous envient. Le soleil cette année... c'est compliqué. À part sur vos t-shirts, on n'est pas vu beaucoup. Mais voilà, on a aussi une capacité aussi à satisfaire des sites isolés. Je pense que dans certains cas, une fois encore, dans certains cas, l'hydrogène peut être une réponse. Voilà. C'est juste de savoir qu'est-ce qu'on veut alimenter et où est-ce que ça a vraiment un sens. Sur la vallée de Seine, ça a un sens. Par contre, il faut savoir comment on le produit et comment on le consomme. Une dernière question? Moi, je voulais juste rebondir là sur ce que vous disiez sur les modèles qui changent, qui évoluent.
effectivement, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que sera vraiment la part de production des énergies. On a beau avoir des objectifs très ambitieux, comme ils s'éloignent toujours, on augmente l'ambition, mais on éloigne les délais, donc on sent bien qu'on n'est pas prêt et qu'on n'est pas prêt d'y arriver. On dit par exemple ici que la pollution a été divisée par 2 en 20 ans ou 30 ans sur la zone industrielle de portuaire du Havre. Sauf que la désindustrialisation, c'est à peu près le même rapport. Donc il y a des équilibres qui se font. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'en fait, on nous vend à la population française un modèle vertueux, on va avoir des voitures propres, des énergies propres, dont la production sera sale et en plus sera assurée par des tiers, c'est-à-dire des pays tiers-monde, etc., comme production d'uranium, on sait bien d'où vient l'uranium. Et donc on va déplacer les problèmes, mais en fait, on aura toujours des problèmes très importants. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, dans la salle, je répète, il y a une remarque qui m'est faite par rapport aussi au fait que, en produisant de l'hydrogène qui n'est pas directement issu d'énergie renouvelable, aussi, c'est de délocaliser le problème, c'est le déplacer. Si on utilise par exemple de l'énergie d'origine nucléaire, de l'électricité nucléaire, on sait que l'uranium ne vient pas de chez nous et donc on a délocalisé cette pollution. Alors que localement, chez nous, on va nous vendre un mieux-être pour le climat, un mieux-être pour la santé, moins de particules fines dans l'air, etc., etc. Mais si aujourd'hui on parlait de la voiture électrique, on se poserait la même question. On se ferait exactement la même remarque. Ça fait partie. On se ferait et donc je pense... Il ne faut pas oublier aussi la sobriété. Mais voilà, je vous remercie. La base même. Je vous remercie de le dire, mais en fait, je pense qu'au-delà de tous ces grands schémas, de ces grands plans, de ces PPE, de ces lois, etc., de ces stratégies de transition énergétique, là où on n'est pas bon, tous. Oui. Vraiment, là, pas vous, parce que je sais que vous faites le maximum dans vos vies pour pouvoir l'appliquer, mais là où on n'est pas bon au niveau national et mondial, c'est la sobriété. Et c'est ça qui pourrait demain en fait faire en sorte que tout ça ne tient pas la route, au-delà de tous nos chocs technologiques et des montants incroyables financiers qu'on met sur la table pour la transition. Si on rate le coche, c'est peut-être même pas à cause de l'hydrogène ou du gaz ou du pétrole, c'est peut-être simplement parce qu'on aura oublié le plus important, c'est-à-dire la réduction de la consommation énergétique. Tout à l'heure, en introduction, on évoquait avec moi, on m'a gentiment apporté des diagrammes sur notre gourmandise et après les années 70, de la manière dont on s'est envolé en matière de consommation d'énergie et combien les barils de pétrole se sont envolés à un point absolument incroyable. Et en fait, aujourd'hui, le problème, il est là. En fait, le problème, il est là. C'est qu'on a, avec aucune technologie, aussi fiable soit-elle, aussi performante soit-elle, si on arrive à des rendements un peu plus intéressants que 22%, on n'arrivera pas à satisfaire cette boulimie d'énergie qui est la nôtre aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, le travail que vous faites avec votre marche, c'est vraiment votre message. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Avec plaisir. Merci. Tu as une dernière question. Vas-y, une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le développement important de l'hydrogène, les pouvoirs publics annoncent un plan assez massif, que ça serve à maintenir ou à prolonger le nucléaire? Alors dans la littérature, je répète la question, il y a une remarque très juste qui est faite, de dire voilà, tous les effets d'annonce qui sont en cours sur l'hydrogène dans le monde, en France, aux États-Unis. Regardons de manière vive ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de prolonger le nucléaire? Est-ce que ce n'est pas une excuse pour maintenir cette énergie? Et ça s'écrit beaucoup dans la littérature. On le relancer même, de justifier cette inquiétude, exactement. On l'entend pour la voiture électrique. Et maintenant, alors il y a quelques temps, ça ne se disait pas, maintenant ça s'écrit. Voilà, c'est même plus une honte. On est en capacité de le dire. Il va y avoir que des voitures électriques, et donc il faudra produire l'électricité en masse, et donc. Vous verrez. En ce moment, le programme nucléaire américain justement vend cette capacité à produire de l'hydrogène pour le territoire américain. Donc la question se pose vraiment. Mais après, il y a un vrai décalage entre ce que peuvent imaginer, vous évoquiez les pouvoirs publics. C'est un terme dans lequel on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Peut-être qu'au niveau de l'État, il y a une intention de cet ordre. Peut-être au niveau des acteurs professionnels de la filière du nucléaire, il y a très certainement cette intention. Mais les pouvoirs publics, en tout cas les territoires auxquels j'appartiens, parce que j'en représente un, eux, ce ne sont pas du tout leur intention. Quand ils veulent faire de l'hydrogène, c'est vraiment pour apporter un mieux-être en qualité de l'air, un mieux-être en climat, etc. Sans parfois, et c'est le problème aussi parfois, les élus qui n'ont pas toujours la compétence technique et ne comprennent pas la complexité de ces phénomènes.
En tout cas, de la part des territoires, il n'y a pas cette intention d'utiliser l'hydrogène pour prolonger la filière nucléaire. Mais pour d'autres acteurs, ça peut être une façon de faire une pirouette et de retomber sur ses pattes, oui. C'est vrai.